Alex et Cyril, je vous cède la parole. Avec plaisir. Merci Nadège. Moi-même, Alex Chinon, CEO et fondateur de Vidata. Vidata, c'est une société que j'ai fondée il y a 5-6 ans maintenant, qui est ce qu'on appelle un SaaS en B2B. Et donc, on propose une solution innovante qui permet de générer des vidéos personnalisées à partir des données propres à chaque client ou prospect. Mais pas d'inquiétude, je ne vais pas vous bassiner avec notre solution et notre proposition de valeur. L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment qu'on parle ensemble de fidélisation et qu'on puisse échanger et partager l'expertise également de Cyril, que je laisse se présenter. Oui, bonjour. Donc moi, je suis Cyril Foyard, je suis directeur d'innovation chez RCI Banque et Services, qui est donc la filiale bancaire de financement et de services du groupe Renault. Merci Cyril. Donc comme je vous le disais, aujourd'hui on va parler ensemble de fidélisation. Pourquoi? Parce que comme on sait, le Covid-19 a un tout petit peu bougé la donne d'un point de vue économique. On va pas retrouver tout de suite une croissance exponentielle et explosive. On va pas aujourd'hui acquérir des nouveaux clients en veux-tu en voilà. Par contre, ce qui est, nous semble-t-il, absolument nécessaire dès aujourd'hui, et peut-être même de l'avoir fait d'ailleurs dès hier, c'est de se concentrer sur la fidélisation des clients pour pouvoir générer tout de suite du revenu. Donc en 2021, nous, on a un mantra chez Vidata qu'on souhaite vous partager qui est objectif 0 client perdu. Pourquoi 0 client perdu? Parce que la fidélisation, c'est quoi? C'est beaucoup d'avantages. C'est d'abord un meilleur amortissement des coûts en termes d'acquisition client, une augmentation du chiffre d'affaires. Faut savoir que 80% des affaires d'une entreprise sont générées à partir de 20% de sa clientèle. C'est pas moi qui le dis, c'est Aprendamos Marketing qui a sorti cette statistique. Ensuite, la fidélisation, c'est également une moindre sensibilité au prix et c'est aussi évidemment une diminution des coûts de gestion. Donc aujourd'hui, il faut savoir qu'évidemment, ça vous le savez, j'imagine, tous les investissements sont scrutés à la loupe, notamment d'un point de vue marketing. Et fidéliser un client, ça va répondre à un besoin de rentabilité immédiate. Effectivement, ça coûte tout simplement 5 fois moins cher à une entreprise de fidéliser son client versus chercher à en acquérir de nouveaux. Le tout, c'est de savoir comment les fidéliser efficacement. En janvier dernier, juste pour mémoire, on a sorti un livre blanc sur cette thématique, comment fidéliser efficacement ses clients. Et dans ce livre blanc, qui a pas mal plu, vu qu'on a eu, je crois, plus de 500 téléchargements, on vous donnait les clés stratégiques pour sécuriser votre portfolio et continuer à apporter de la valeur. Aujourd'hui, on a décidé de revenir sur cette thématique, donc la fidélisation client, et donc d'inviter Cyril, qui est d'RCI Bank, comme il vous l'a dit, pour qu'on puisse échanger ensemble et partager son expérience. Suite à quoi, moi, je vous présenterai une synthèse de notre approche avec les bonnes pratiques et des stratégies concrètes, no bullshit, comme on dit, en termes de fidélisation client. Donc, comment ça va se dérouler ce webinaire? Ça va se dérouler en 3 grands temps. Le premier temps, ça va être à peu près 20 minutes de bonne pratique, y compris l'échange avec Cyril. Le deuxième temps sera dédié à des études stratégiques concrètes et qui fonctionnent en termes de fidélisation client. Donc, on en verra 2 ensemble. Et le troisième temps sera dédié à des questions-réponses, c'est-à-dire qu'on prendra vos questions dans le chat et on y répondra. Comme l'expliquait très bien tout à l'heure Nadège, il y a un petit système de sondage. Si vous souhaitez qu'on puisse poursuivre l'échange ensemble, vous répondez oui, je souhaite recontacter. Si vous souhaitez pas, il n'y a pas de souci. Enfin, je serai un petit peu déçu quand même, mais c'est pas grave. Donc, Cyril, moi, j'ai quelques questions à te poser. La première, assez classique, somme toute, c'est quel est ton parcours plus globalement et au-delà d'RCI Bank? Oui. Bonjour Alex, et d'abord merci de m'avoir invité dans ce webinaire. Alors pour répondre à ta question, donc mon parcours, maintenant ça fait un certain nombre d'années que je bourlingue, on va dire. Donc j'ai commencé en gros par une huitaine d'années de conseil dans des boîtes comme Arthur Andersen et McKinsey. Et puis depuis 21 ans maintenant, je suis dans l'opérationnel et je me
focalise sur le développement de business, de services à composantes technologiques ou de business digitaux, comme on dit aujourd'hui, soit en tant qu'entrepreneur ou en tant que manager, dans des sociétés comme SFR, comme Akamai Technologies, comme Amazon, ou plus récemment à la tête d'un accélérateur de start-up et scale-up technologique monté par l'organisation PwC au Luxembourg, où j'étais, donc j'ai passé 7 ans avant de revenir en France il y a 3 ans. Et donc, je dirigeais cet accélérateur. Donc, j'ai toujours été dans des postes tournés vers le développement, le produit, la gestion de PNL dans des entreprises innovantes. Et depuis 3 ans, je suis donc chez RCI Bank comme directeur de l'innovation et au confluent, je dirais, de 2 disruptions majeures, la disruption FinTech et la disruption automobile, avec tous les nouveaux acteurs que vous connaissez dans le car sharing, le ride-hailing, etc., etc. Ok, mais alors du coup… pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, pardon. Mais du coup, peut-être RCI Bank, est-ce que tu peux nous en dire 2 mots, parce que c'est pas forcément connu de tout le monde. Oui, c'est vrai. Alors, les gens connaissent un peu plus la marque Diak. Donc, Diak, c'est le nom de la filiale française. RCI Bank, c'est le nom du groupe. Donc, RCI Bank, c'est une filiale de Renault à 100%. Mais c'est une filiale, en fait, de Renault, mais qui s'adresse à toutes les marques de l'Alliance. Donc, en fait, on est au service des 9 marques de l'Alliance. Donc, je ne vais pas toutes les nommer, mais vous connaissez Dacia, vous connaissez Alpine, voilà, Mitsubishi, Nissan, etc. Et on est dans 36 pays. Et notre métier, c'est bien sûr le financement des achats des clients, des achats automobiles des clients. Donc, on finance les particuliers, on finance les entreprises qui veulent acheter des flottes de véhicules, on finance les concessionnaires aussi. Et bien sûr, c'est aussi autour du financement, la vente de services associés, alors soit des services associés au financement, de l'assurance, des extensions de garantie, de maintenance, etc. Mais maintenant, de plus en plus aussi des services de mobilité, des services connectés, etc. Voilà, donc c'est vraiment le financement et la vente de services, notre métier. On est malgré tout une banque, alors on n'est pas très connu du grand public, mais on est une banque assez importante. On est la 10e banque française, en fait, en termes de taille. Ah ouais. On a 50 milliards d'encours de crédit. Effectivement, ouais. Voilà, on a 4000 collaborateurs et on est plutôt très rentable, on va dire qu'on a sorti en 2019 un résultat avant impôt d'1,3 milliard d'euros. C'est propre. Donc très très rentable comme banque et 10e banque française, mais filiale du groupe Renault. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé pour Renault dans le contexte de la crise? Oui, alors bien sûr, évidemment, comme vous avez suivi dans les médias, côté Renault, côté constructeur, bien sûr, on a été clairement impacté par la crise. Donc déjà avec des volumes de vente en baisse de 20% en 2020. 8 milliards de pertes qui ont été annoncées récemment sur l'exercice 2020, dont je précise quand même 5,2 viennent de Nissan, donc Nissan qui est en grande difficulté sur certains marchés. Ouais. Et clairement, on voit que c'est pas fini, parce que la crise du Covid n'est pas terminée. Et à cette crise du Covid se rajoute maintenant une crise des composants électroniques qui nous impacte. Et là, ça impacte nos chaînes de production, puisqu'il y a des chaînes de production qu'on a dû arrêter faute de composants, avec des gens au chômage partiel. Mais voilà, je dirais que tout n'est pas sombre pour autant. Donc, on a un nouveau CEO, Luca De Meo, qui est arrivé en septembre et qui est en train d'insuffler une nouvelle dynamique avec une réorganisation par marque. Il a lancé la Renaulution. Et puis, on est aussi, voilà, on a des positions très, très bonnes sur le véhicule électrique avec la Zoé. On est leader européen sur l'électrique. Et on a un plan qui avance bien sur le plan des économies, etc. Donc, je suis assez confiant pour l'avenir. Côté RCI maintenant, donc la banque, clairement, on est moins impacté que Renault parce qu'on a des contrats avec les clients qui sont sur plusieurs années. Donc, les effets de la crise sont lissés. On a un portefeuille client, un encours de crédit. On a même réussi par rapport à la baisse du nombre de dossiers de financement, on a augmenté ce qu'on appelle notre taux d'intervention. Donc, c'est le pourcentage de vente de véhicules qu'on finance. Donc, on est à 48%, ce qui est un record. Donc, on a une très bonne performance opérationnelle.
Et on a sorti en 2020 un résultat net de 1 milliard, donc presque similaire à 2019. Mais voilà, clairement, si la crise se prolonge, on sera nécessairement impacté à moyen terme. D'accord. Et du coup, côté Renault, dans ce contexte justement de crise, de chute des ventes en tout cas, qu'en est-il en fait de la fidélisation? Est-ce que ça a suscité justement, on va dire, un repli positif vers le portefeuille client et vers des actions de fidélisation, cette crise? Oui, donc clairement, avec la crise, il y a une accélération de la digitalisation de notre relation avec les clients, puisque les clients passent évidemment, enfin, ils passaient déjà moins de temps en concession. Donc avant, il y a 10 ans ou 20 ans, ils passaient 4 fois en concession pour acheter un véhicule. Maintenant, ils ont tendance à passer 1 fois et demie. Et avec le Covid, évidemment, ils passent plus du tout. Donc la relation devient plus impersonnelle. Donc c'est important de les fidéliser à travers une relation digitale beaucoup plus personnalisée. D'accord. Et puis, deuxième point, forcément, il y a aussi une tendance lourde du marché, une évolution de la possession des véhicules vers l'usage et donc vers des produits d'abonnement de type service de mobilité, donc typiquement des services qui s'inscrivent sur la durée et pour lesquels c'est important de fidéliser les clients. D'accord. Donc en vrai enjeu en termes de fidélisation et digitalisation de la relation du coup client. Et quels sont du coup les grands axes stratégiques que vous déployez justement pour répondre à cet enjeu de fidélisation et de digitalisation de la relation client? Ouais, alors donc les axes stratégiques justement ça tombe bien puisque on a eu un nouveau CEO chez RCI aussi il y a 1 an et demi. Et donc, il a lancé une refonte, on va dire, du plan stratégique qui s'est terminé en juillet dernier. Et donc, on a défini 7 axes et il y en a 3 qui sont vraiment en lien avec la fidélisation. Donc, notamment, un premier axe qui est tout ce qui tourne autour de la connaissance client et de l'activation. Donc là, il s'agit effectivement d'offrir à nos clients des produits personnalisés, mais aussi au bon moment. Donc, ça qui est important. Le deuxième axe, c'est l'expérience client. Donc, on veut améliorer l'expérience client pour leur garantir en fait un parcours totalement digital, fluide et omnicanal, ce qui n'était pas toujours le cas aujourd'hui. Et troisième point, c'est aussi sur les offres. Donc, on insiste en fait sur des offres, des produits financiers qui soient fidélisants et qui soient basés sur l'usage. Voilà, pour notamment en fait tout ce qui est le financement avec option de rachat et le financement avec les services inclus. D'accord. Donc 3 axes clés, connaissance client, expérience client et offre fidélisante, donc marketing de l'offre. Mais derrière ces 3 axes stratégiques, quels sont les leviers concrets, sonnants et trébuchants que vous prévoyez de mettre en œuvre pour justement répondre à cette stratégie, à ces enjeux? Ouais. Bah, il y en a beaucoup, hein. Donc, en fait, si je reprends. Ou un exemple, des exemples clés, quoi. Ouais, voilà. Bon, bah, sur la connaissance client, bon, c'est clair que là, l'idée, c'est d'avoir une vision 360 du client. Donc, ça passe par la mise en place de data lake, ça passe par l'interconnexion des bases de données et mettre en place un référentiel unique pour les clients. Et combiner aussi des data internes et externes pour avoir une meilleure segmentation de nos clients, pouvoir leur adresser leur concevoir des produits qui soient mieux segmentés, mais aussi personnaliser les offres. Après, sur l'expérience client, je dirais, il y a beaucoup un enjeu d'omnicanalité et aussi de refonte du parcours d'onboarding. L'onboarding, en fait, c'est tout ce qui est authentification du client, l'upload de documents nécessaires au scoring des clients, etc. Donc tout ça, on essaye de le fluidifier avec des technologies comme la reconnaissance faciale, l'utilisation de l'open banking pour avoir à demander moins d'informations aux clients, la signature électronique, l'intelligence artificielle pour exploiter les documents qu'on a OCRisés, comme on dit auparavant, etc. Après, on peut citer aussi dans l'expérience client tout ce qui est la relation client, donc le customer care, où là, on est en train de mettre en place, par exemple, des callbots en complément avec les call centers. Donc, on a mis pendant la crise du Covid un callbot de débordement. Donc, ça permettait en fait
de prendre en fait les questions des clients et de les rediriger par mail au conseiller client. Donc, c'est un mix en fait de digital et de relations humaines. Et puis, je terminerai par aussi l'enrichissement de la relation client avec des innovations très intéressantes comme la vidéo personnalisée. Donc, c'est ce que vous faites chez Vidata. Et donc, on a lancé en Suisse, chez RCI, un projet en fait, qui utilise la solution Vidata dans cet objectif. Dans l'objectif de customer care et d'onboarding, effectivement. Donc, du coup, quelques actions concrètes ou leviers concrets. Derrière la connaissance client et l'activation, la vision de 360, les data lakes, l'unification des outils PRM et CRM. Derrière l'expérience client, la fameuse omnicanalité et la fluidité des parcours. Donc ça, c'est des mots qui sont sympas, mais derrière, il faut sérieusement se retrousser les manches, effectivement, pour permettre une authentification de l'open banking, de la signature électronique et qu'il y ait de moins d'actions possibles et que ça soit le plus smooth pour le client in fine. Et puis le customer care, effectivement, avec la combinaison, si j'ai bien compris, entre le digital, le bot, et l'humain, les plateformes téléphoniques qui permettent du coup d'avoir une attention client la plus optimum et une surcouche, on va dire, d'enrichissement grâce à des solutions, par exemple, comme celle de Vidata, qui, grâce à la vidéo personnalisée, vont permettre d'aller encore plus loin dans le customer care. J'ai à peu près résumé du coup les grands axes. Oui, c'est ça. Alors après, j'ai pas parlé du dernier axe en fait qui était sur les offres fidélisantes. Donc, qu'est-ce qu'on appelle nous une offre fidélisante? Oui, c'est vrai. En fait, au départ, les gens achetaient un véhicule et payaient cash. Ensuite, ils se sont mis à acheter des véhicules à crédit. Donc maintenant, c'est l'essentiel du marché est là-dessus. Et bien sûr, le problème du crédit, c'est que on fait un emprunt à sa banque ou à RCI, on achète un véhicule et ensuite on n'a pas de garantie en fait que le client va, quand il aura remboursé son crédit, va revenir vers sa banque ou vers RCI. Et donc en fait, ce qu'on a beaucoup développé et qu'on pousse en ce moment très fort, c'est les offres qu'on dit fidélisantes, c'est-à-dire la location avec option d'achat. Donc c'est ce qui se développe aujourd'hui. Donc à la fin de donc en fait les mensualités sont moins importantes que sur un crédit. À la fin, le véhicule a une valeur résiduelle et le client a l'option en fait soit de racheter cette valeur résiduelle, de racheter son véhicule ou de le revendre à sa banque. Et donc ça c'est un produit en fait qui encourage, qui favorise le dialogue avec le client. Et du coup, on a en fait, par rapport à ce produit, ce qu'on appelle un golden moment, c'est-à-dire un moment idéal pour parler au client et lui proposer de basculer sur un nouveau véhicule, une nouvelle offre. Et donc, jusqu'à présent, en fait, ce golden moment, c'était purement financier, c'est-à-dire que c'est le moment en fait où les courbes de remboursement de la valeur du véhicule et de l'emprunt se croisent, c'est-à-dire que la valeur résiduelle du véhicule et le solde à rembourser sont identiques. Donc, le client peut retourner son véhicule et le rembourser son solde d'emprunt avec la valeur de reprise. Donc, ça, c'était le golden moment financier. Et demain, et ce sur quoi on travaille, c'est ce golden moment, il est plus seulement financier, mais il va être aussi défini par des moments de vie. Donc, l'attente d'un enfant, le déménagement, etc. Et donc, c'est très important pour nous d'avoir de la data, notamment de la data externe pour pouvoir nous adresser aux clients au bon moment sur le renouvellement de ce type d'offre. Ouais, et il est assez génial ce concept de golden moment. C'est propre à RCI ou vous avez été pioché ce concept-là dans le jargonnage marketing parce que je le trouve juste top. Hein. Moi, je vais le garder. Hein. Moi, c'est chez RCI que j'ai découvert. Que tu l'as découvert. Le concept. Après, je suis pas un expert du financement automobile parce que j'ai fait pas mal de boîtes différentes, donc peut-être ça existe ailleurs, hein, mais. C'est génial. Et donc, effectivement, le golden moment, si je le résume avec mes mots, c'est la capacité qu'a une marque comme vous de pouvoir adresser pile poil au bon moment le client pour lui faire une offre qui va être ultra pertinente à ce moment-là, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est ça, lui permettre, en fait, avant la fin de son contrat, lui offrir la possibilité de repartir sur un nouveau contrat sans que ça soit pénalisant pour lui, en fait.
Excellent. Bah écoute, la vie est bien faite parce que là, ça va faire la transition juste parfaite avec la suite du webinar. C'est à croire qu'on a préparé tout ça. Bon, alors du coup, ouais, Je me permets de réagir. Il y a une question d'Isabelle ouais. pour Cyril. Qu'entendez-vous par data interne et externe, API, Open Banking? Merci. Je vais l'afficher à l'écran, ce sera plus simple. Oui, alors les data externes, effectivement, donc ça peut être l'open banking, donc qui est grâce à la réglementation PSD2, donc maintenant comment dire, les clients sont propriétaires de leurs données bancaires et donc il y a des agrégateurs qui ont développé des offres qui permettent à des banques commerciales de se mettre en relation avec toutes les autres banques pour obtenir les données bancaires des clients avec leur consentement, bien sûr. Donc ça, effectivement, ça c'est une première source d'information qui est ultra intéressante puisque on peut avoir non seulement ça peut nous aider à scorer donc les clients, le risque des clients, mais aussi à connaître tout un tas de choses sur ce qu'ils font et leurs préférences, etc. Après, il y a tout ce qui est aussi open data, ou des datas payantes en fait qui concernent voilà, qui sont toutes les datas qu'on peut trouver voilà, si quelqu'un nous dit qu'il habite dans tel quartier, ben en fait avec l'open data on va savoir que tel quartier c'est un quartier où les gens ont plutôt en moyenne des revenus de temps qui a telle et telle caractéristique, etc. Donc il y a plein de choses qu'on peut mixer en fait avec des données externes pour enrichir les modèles en fait de score, pour enrichir les modèles d'appétence marketing, etc. Oui, alors là, on parle bien d'enrichissement, c'est-à-dire que si tu n'as pas la data de base sur tes clients, il se passe rien, quoi. Ouais, non, c'est clair. Ouais. Il faut avoir des datas de base, mais l'idée, c'est de combiner la data interne avec la data externe pour avoir des modèles de scoring, de risque, de scoring marketing, des scoring de fidélisation, de win-back, etc., qui soient beaucoup plus précis, beaucoup plus performants. Merci beaucoup. Cyril, une autre question d'Isabelle. Et quel est votre business model avec les agrégateurs et pouvez-vous partager, bien sûr? Si vous pouvez partager, bien sûr, excusez-moi. Ouais, en fait, les agrégateurs, c'est des prestataires de services pour nous. Donc, ils nous font payer en fait leur service sous forme comment dire, de call, d'appel à API. Donc en général, c'est au nombre de requêtes qu'on va payer au nombre de requêtes une certaine somme. Je n'ai pas les prix en tête, mais enfin, c'est ça le modèle. Merci beaucoup, Cyril. Alex, je te cède à nouveau la parole. Ok. À mon tour de te remercier, Cyril. Du coup, je vais enchaîner avec la suite de la présentation du webinar et en l'occurrence avec la première partie qui est la bonne pratique pour mieux fidéliser ses clients.